Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période estivale. Aujourd'hui c'est le 50e épisode du podcast, alors j'ai eu envie de faire un épisode un petit peu différent. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode en solo. Je suis Amira, l'hôte de Epion Podcast, et bienvenue à vous tous dans cet espace dédié à votre bien-être et épanouissement. Dans cet épisode, j'ai eu envie de traiter le sujet de l'incertitude. Car nous sommes nombreux à avoir le sentiment de vivre dans un monde qu'on ne maîtrise pas toujours, qui nous dépasse, et cette incertitude, elle prend plusieurs formes. Elle peut être sociétale, environnementale, économique, politique, sanitaire, etc. Et moi, c'est une question que je me pose régulièrement moi-même. Comment naviguer avec cette incertitude ? Comment avancer avec elle plutôt que contre elle ? Le problème de l'incertitude, c'est qu'elle nous immobilise. Elle freine notre élan vital, nos initiatives, et donc quelque part notre joie de vivre et notre épanouissement. Et dans l'immobilisme, personne n'est gagnant, car on vit dans un mode de survie. On ne profite pas de la vie. On ne crée pas, on ne savoure pas. Christine Levicki est une coach que j'ai interviewée dans le dernier épisode, m'avait dit « Face à l'incertitude du monde, on a juste envie d'aller sous sa couette et de manger du chocolat. » C'est un peu ça. L'incertitude, ça nous fige, en fait. Alors comment on fait pour avancer avec et pas contre cette incertitude ? Je vais vous partager 3 clés, ici, qui moi m'aident au quotidien à avancer en tenant par la main cette incertitude. Sachant que l'idée n'est pas de supprimer l'incertitude. D'une part parce que on ne le peut pas. Et deuxièmement parce que je ne suis pas sûre que ce soit bénéfique. Je pense quelque part que l'incertitude, elle nous permet de réfléchir, d'élaborer des stratégies, de se réinventer. Et quelque part, elle nous met en mouvement. Je pense que l'idée, c'est plutôt de changer de regard sur cette incertitude. La première clé que je souhaitais vous partager, c'est celle d'agir sur sa sphère d'influence. Il y a quelque temps, j'ai entendu cette phrase du philosophe Charles Pépin qui disait « C'est parce qu'il y a de l'incertitude qu'il y a de la liberté ». Et cette phrase, elle est restée dans ma tête parce que je me suis dit « Effectivement, c'est parce que tout n'est pas figé, c'est parce que tout n'est pas décidé à l'avance que ça me donne la possibilité, moi, d'exercer ma liberté, de changer, d'évoluer, de décider. » Et je trouve que c'est une bonne façon de changer de regard sur l'incertitude, en exerçant justement sa liberté, en déterminant quelle est la zone d'influence de cette liberté, sur quoi je peux agir, de quoi je peux décider. Et se mettre en action, ça donne un sentiment de maîtrise. Donc finalement, plus on va exploiter sa zone d'influence, moins on va avoir le sentiment de subir. Et cette zone, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est souvent plus vaste qu'on ne le croit. Pour illustrer ça, j'aimerais m'appuyer sur la stratégie des cercles d'influence et de préoccupation qui a été théorisée par Stephen Covey, qui a notamment écrit un livre assez célèbre qui s'intitule « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Et dans cette stratégie, il nous explique qu'on a, pour résumer, 2 grands cercles. Un premier cercle qu'on appelle le cercle de préoccupation. Donc dans ce cercle, on va retrouver tout ce qui nous préoccupe, mais sur lequel on a peu ou pas d'impact direct. Par exemple, on va avoir le climat, les problématiques de climat, la politique mondiale, le comportement des autres, l'économie, les guerres, la situation sanitaire, etc.
Le problème de ce cercle-là, c'est qu'il nous préoccupe beaucoup. On va y consacrer beaucoup d'énergie en se plaignant, en ruminant, en subissant, mais ça va avoir peu d'effet. Le deuxième cercle, il l'appelle le cercle d'influence. Et dedans, on retrouve tout ce sur quoi on peut agir directement, en exerçant un contrôle, ou indirectement. Donc par exemple, un contrôle direct, ça peut être mes actions, mes émotions, mes attitudes. Ça peut être de choisir aussi mes relations, mon environnement de travail, mes collègues. Ça peut être aussi de manière indirecte, via des choix, par exemple ma santé. Ça peut être influencer certains événements via ma communication, mon leadership, mes idées. Donc tout ce sur quoi je peux agir directement ou indirectement. Et la conclusion intéressante de ça, c'est que plus on consacre notre énergie à agir sur notre cercle d'influence, plus celui-ci déjà va s'élargir via l'énergie positive que je vais y mettre, et à l'inverse, plus on va gaspiller notre énergie à ruminer ce qui échappe à notre contrôle, plus notre sentiment d'impuissance va grandir, et notre cercle d'influence, lui, va se rétrécir. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'agir de manière proactive dans son cercle d'influence, avec intention, en cherchant à être acteur, en cherchant à inspirer, à modifier ce cercle-là. Et cela va réduire le sentiment d'incertitude, et plus je vais agir, et plus mon cercle d'influence va s'élargir. Donc c'est vraiment un cercle vertueux finalement. Ça va diminuer notre stress et notre anxiété vis-à-vis des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc en résumé, plus je me concentre sur ma zone d'influence, plus je me sens maître de ma vie, et moins je vais me sentir victime de l'extérieur. La deuxième clé intéressante, c'est de soigner ses pensées et ses paroles. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est surconnecté. L'information circule très très vite, que ça soit via les informations ou via les réseaux sociaux, et le problème c'est qu'on n'est pas toujours préparé ou consentant à recevoir cette information. Certains d'entre nous vont souffrir de ce qu'on appelle aussi l'infobésité, c'est-à-dire une consommation excessive d'informations, d'actualités et de nouvelles qui sont en grande partie anxiogènes. Et le problème de cette surinformation, c'est qu'elle crée ce qu'on appelle ce fameux FOMO, the fear of missing out, c'est-à-dire la peur que quelque chose se passe sans que je ne sois au courant, la peur de rater quelque chose. Et donc ça crée une pression sociale à la disponibilité, au fait de devoir toujours être informé. Et quelque part, ça va nous mettre en alerte permanente, qu'il se passe quelque chose. Et ça va créer une vraie fatigue cognitive, à constamment écouter la radio, lire la presse, recevoir les notifications. Ça va créer un vrai effet de débordement, d'accumulation de nouvelles qui sont pas toujours réjouissantes, voire l'inverse, qui sont souvent négatives. Et donc, ça va vraiment nourrir un sentiment de peur et d'impuissance. Donc le problème de cette consommation abusive d'informations, c'est qu'elle n'est pas écologique pour soi. Elle va renforcer un biais de négativité naturelle, que nous avons tous, et on va entraîner le cerveau à se focaliser sur les choses qui ne vont pas. Et ça va donc renforcer notre conviction que tout va mal dans le pire des mondes. Si je caricature un peu. Mais c'est vraiment ça l'idée. Plus on va alimenter notre cerveau avec des informations qui sont anxiogènes, qui nous montrent qu'on n'a pas de maîtrise sur les choses, plus le cerveau va trouver des preuves que cela va mal, et ça va renforcer un sentiment d'impuissance et de tristesse. Donc selon moi, on a vraiment intérêt déjà à prendre de la distance par rapport à l'information, à choisir comment on veut la consommer, pour d'une part préserver notre santé mentale, mais aussi savoir quelle réalité on veut créer. Parce que notre réalité est le fruit de nos pensées. Si je veux créer une réalité épanouissante pour moi, je vais avoir beaucoup de difficultés à le faire si je suis remplie de pensées négatives et d'angoisses, qui vont me figer, qui vont me faire douter, qui vont me dire que le monde est dangereux. A contrario, si je me nourris d'informations qui vont être positives et encourageantes, je vais avoir moins peur et je vais plus suivre mon élan et ça va me mettre en énergie positive, etc. Donc la clé ici, c'est de savoir comment on consomme l'information de manière consciente, raisonnée, pour se préserver. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire, c'est limiter les informations qui vont être anxiogènes et qui vont venir effectivement nourrir ce sentiment d'impuissance et d'incertitude.
Et on peut aussi cultiver des pensées qui, elles, vont être aidantes. On a plusieurs manières de faire cela. On peut s'appuyer sur plusieurs choses. Moi, il y a deux outils que je trouve vraiment intéressants. Le premier, c'est la gratitude. La gratitude, au-delà d'un mot qui peut paraître un peu oui-oui comme ça, c'est vraiment une démarche qui peut être très puissante pour aider notre cerveau à focaliser son attention sur les choses qui sont positives dans ma vie, autour de moi, et d'en savourer pleinement l'essence. Les études en psychologie positive ont d'ailleurs montré que cultiver la gratitude au quotidien, ça permet de vivre plus longtemps et plus épanoui. Parce que quelque part, ça remet, je pense, en perspective le fait que ce qu'on a dans la vie, c'est pas forcément acquis, et que ça a de la valeur. Donc ça va accentuer le sentiment de joie et de maîtrise de savoir que ces choses-là existent dans ma vie. La gratitude, on peut la cultiver de plusieurs façons. On peut écrire des choses pour lesquelles on est en gratitude régulièrement dans sa vie. On peut faire des méditations de gratitude. On peut apprendre à savourer nos actions. Et le principe de la gratitude, c'est vraiment de voir ce qui est beau ici et maintenant. C'est de réapprendre à s'émerveiller un peu comme un enfant qui voit les choses pour la première fois. Parce que souvent les belles choses, on ne les regarde plus. Donc la gratitude, ça va renforcer la certitude que les choses, en tout cas que des choses, qu'une grande partie des choses peuvent être belles, peuvent être bonnes, peuvent être utiles. Et ça va nous donner un sentiment d'ancrage dans un monde qui est positif. Le deuxième axe aussi pour renforcer les pensées aidantes, c'est de prendre soin de soi, c'est de se faire du bien. Alors ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on peut se dire, quand le monde va mal, quand c'est le chaos autour de moi, se faire du bien c'est un peu futile en fait. Eh bien moi je pense que non, je pense tout le contraire. Je pense qu'investir dans son bien-être quand le monde va mal, ce n'est pas fuir l'incertitude, c'est au contraire se créer en soi un espace qui va être solide, qui va être stable, qui va être capable d'accueillir ce qui est sans se laisser emporter. Et ça, je trouve que c'est très puissant, et ça permet de vraiment redonner du sens à pourquoi je me fais du bien, pourquoi je cultive mon propre bien-être. Et le bien-être, ça passe par soigner son alimentation, son sommeil, se mettre en mouvement. Et mieux on est, meilleures vont être nos pensées également. Se faire du bien, c'est vraiment cultiver le sentiment que mon bien-être ne dépend pas que de l'extérieur, et qu'il dépend en grande partie de moi. Et quelque part, on retrouve une forme d'apaisement, de sérénité, même si c'est le cas autour de soi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ça permet de recentrer sur soi, plutôt que de s'éparpiller vers un extérieur qui est de toute façon anxiogène. Et quand on est bien en soi, on va être moins réactif, on va être plus lucide, plus aligné, et on va être moins dans des scénarios catastrophes, on va moins se laisser happer par cette incertitude. Car je pense que si on ne peut pas contrôler l'avenir, on peut toujours choisir de prendre soin de l'espace depuis lequel on y fait face. Et ce choix-là change tout. De plus, le bien-être, au-delà d'avoir un impact sur moi direct, il a un impact sur le monde. C'est la fameuse phrase de Gandhi que j'aime beaucoup, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Parce que quand on change en soi, on contribue aussi au changement des autres et du monde. On va faire rayonner ce bien-être à l'extérieur. Donc quelque part, c'est vraiment une démarche altruiste, c'est pas du tout une démarche égoïste. Et quand on le voit comme ça me permet vraiment de changer de perspective sur le bien-être et on apprend à se redonner du temps pour soi. La troisième et dernière clé que je voulais partager avec vous, c'est s'ancrer dans le présent. Notre incertitude, elle concerne en grande partie le futur. Et par définition, le futur, c'est ce qui n'est pas encore et qui ne sera d'ailleurs peut-être jamais. Mais quand je me connecte au moment présent, à l'instant où je suis dans ce corps, quelque part je cesse de résister à tout ce que je ne maîtrise pas et qui ne dépend pas de moi. C'est cette fameuse phrase d'Eckhart Tolle qui a écrit « Quand je suis totalement présent, je cesse de résister à ce qui est, je trouve la paix ». Eckhart Tolle, c'est un écrivain spirituel très connu qui a écrit notamment une œuvre célèbre qui s'intitule « Le pouvoir du moment présent ». Il livre cette idée qu'effectivement, s'abandonner au moment présent, c'est cesser de résister et c'est accueillir le présent dans toute sa beauté, complexité. On arrête de résister. Et quand on arrête de résister, les choses ne persistent pas. Ce qui persiste, c'est uniquement ce à quoi on résiste. Et quelque part, en acceptant
le moment présent, en tout cas les situations présentes, même si elle est désagréable, on retrouve une forme de pouvoir. Et c'est pas de la résignation, c'est vraiment une présence consciente. Alors comment on se reconnecte à l'instant présent ? Ça passe par le corps. Eckhart Tolle recommande notamment de revenir aux sensations physiques, au souffle, au silence intérieur pour vraiment s'ancrer dans le présent. Ça va aider à désactiver le mental et ça va nous reconnecter à notre conscience. Un de mes profs de yoga m'avait dit un jour, se reconnecter au présent, c'est un peu comme si tu étais sur un carrousel, un manège, un carrousel des pensées, des émotions, et qu'à un moment donné, tu sortais de ce carrousel qui continue à tourner, mais que tu le regardais de l'extérieur. Et donc tu n'es plus affecté par le mouvement du carrousel, mais tu le regardes de l'extérieur de manière objective en fait, sans te laisser emporter par le carrousel. Et je trouvais cette métaphore très belle et très parlante, donc j'ai eu envie de la reprendre ici, pour illustrer ce que ça peut faire en fait d'être là, dans l'instant présent. C'est de regarder les choses sans se laisser influencer ou emporter. Et quelque part, c'est aussi reconnaître la beauté de ce qui est là maintenant, même si ça peut être inconfortable. Parce qu'il y a toujours des formes de beauté dans une situation qui peut être complexe. Et pour se reconnecter au corps, je pense que chacun peut trouver sa façon de faire. Il n'y a pas une bonne façon de se reconnecter au corps. Je peux vous en citer quelques-unes, mais ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de trouver la vôtre. Ce qui marche pour vous, ce qui vous aide vraiment à vous ancrer dans l'ici et maintenant. Ça peut passer par la respiration. Alors il y a plein de formes de respiration. Il y en a une que j'ai eu envie de citer aujourd'hui, c'est la cohérence cardiaque. Et je vous invite notamment à écouter l'épisode 22 que j'ai réalisé avec Stéphanie Nonsan. Il y a la méditation, pour ceux qui aiment méditer ou qui ont envie de découvrir la méditation, qui est un excellent moyen aussi de se reconnecter à l'instant présent. Vous pouvez écouter l'épisode 48 avec Marie-Laurence Catoire, par exemple. Il y a des pratiques vraiment très corporelles, comme le yoga. Et là, vous pouvez écouter l'épisode 2 avec Nadia Mazeri, par exemple. Et il y a plein d'autres pratiques pour se reconnecter vraiment au corps et avoir une hygiène consciente, on va dire. Vous trouverez plein d'autres suggestions dans tous les épisodes que j'ai réalisés dans Epion Podcast, puisque c'est vraiment l'objectif de cet espace, c'est de vous donner des clés pour justement cultiver votre bien-être au quotidien. Donc je vous invite aussi à fouiller dans les épisodes pour voir ce qui fonctionne pour vous et à, je pense, expérimenter et voir ce qui vous permet, in fine, de naviguer avec plus de certitude dans cette incertitude. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Moi, j'ai été ravie de faire cet épisode en solo. N'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a inspiré, ce qu'il a évoqué en vous, à me laisser des commentaires à ce sujet. Je serai ravie de vous lire. Et je vous remercie pour votre attention et votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes en solo. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.